Bonjour, ici nous nous trouvons à Denver, Bonamoussadi, où vous pouvez observer avec nous l'une des causes des inondations urbaines dues à une urbanisation anarchique observée au niveau des constructions. Ici, comme vous pouvez le constater, nous voyons une faible capacité d'absorption du sol et également la faible perméabilité naturelle. Ce que les gens n'osent pas vous dire, c'est que la pluie n'est qu'un prétexte. La vraie raison pour laquelle nos villes se noient, c'est dû à des systèmes urbains et des réseaux qui sont mal entretenus. Éclairage sur le plateau. Si vous vivez dans une ville camerounaise et vous vous dites que les inondations sont une fatalité, la faute à la pluie, je vous invite une fois de plus à y réfléchir à ce sujet. Bonjour, je suis Zene Ariane, communicatrice et promotrice en ingénierie de l'urbanisation, éducatrice professionnelle et praticienne, écrivaine et spécialiste en design de construction durable. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la raison pour laquelle nos villes sont malades et qu'est-ce qu'il faut faire pour les guérir. Sans cesse, nous rejetons habituellement la faute sur les fortes pluies, mais ce n'est qu'un facteur. Ce que tout le monde ignore, c'est que l'eau a un chemin naturel. Elle s'infiltre et elle est absorbée. Mais dans nos villes, nous avons recouvert le sol de béton et bouché les voies d'écoulement d'eau naturelle par des déchets. Nous construisons en fait comme si l'eau n'existait pas. Une ville bien construite peut absorber des pluies extrêmes, mais une ville mal conçue peut être inondée simplement par une simple averse. Donc le problème n'est pas la quantité d'eau qui tombe du ciel, mais ce qui se passe lorsque celle-ci touche le sol. Prenons un exemple simple, un sachet plastique qui tombe dans un caniveau. Il semble insignifiant, n'est-ce pas? Mais cet unique déchet a des conséquences bien graves qui causent des bouchons au niveau des buses et des ponts. Il obstrue les drains. La prochaine pluie, même faible, il n'a pas d'endroit où passer. L'eau envahit les rues, les maisons d'habitation et les commerces. Comme résultat donc, nous avons la paralysie de tout un système économique avec la destruction des maisons d'habitation, la destruction également des différents commerces et également certaines pertes en vies humaines lorsqu'il y a négligence. Combien de fois avez-vous vu remplir les caniveaux dans votre quartier? Imaginez donc ce même phénomène décuplé. Qu'est-ce qui pourrait causer dans ce cas? La gestion des déchets n'est pas une question de propreté. C'est la première ligne de défense contre les inondations. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas insignifiants. Alors, gérer nos poubelles de façon inappropriée, c'est comme signer un arrêt de mort par rapport à ce phénomène d'inondation. Ceci est une cause dont, parmi tant d'autres, nous avons également, en dehors de cette cause-là, des causes topographiques qui vont être mieux exposées par le spécialiste qui est avec nous présentement, géomètre, topographe et promoteur en ingénierie de l'urbanisation, Monsieur Nathan Doumbé. Alors, bonjour Madame Ariane, et je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Alors, je me présente, et bonjour à tout le monde, à tous ceux qui sont en train de nous regarder. Je me présente, Monsieur Doumbé Nathan, enseignant géomètre topographe, promoteur en ingénierie d'urbanisation, et aussi promoteur d'un concept qui va bientôt naître ici, en ville, qui porte le nom de Bubble End. Merci beaucoup, Monsieur Nathan Doumbé. Nous sommes très honorés de vous avoir avec nous sur ce plateau. Alors, est-ce que vous pouvez donc mieux nous parler des causes techniques, c'est-à-dire topographiques, liées à ce phénomène d'inondation que nous vivons chaque année dans nos villes? Je vous remercie. Alors, tout d'abord, il faudrait rappeler ce que c'est que la notion d'inondation. Oui. Voyez-vous, Madame Ariane, lorsque vous prenez un verre d'eau, vous le remplissez d'eau. En le remplissant d'eau, il sera plein. Oui. Vous allez vous arrêter de remplir de l'eau parce qu'il sera plein. Oui. Pourquoi? Parce que si vous ajoutez l'eau à l'intérieur, l'eau qui est au-dessus va se déverser. Oui. À cause de quoi? Parce que le récipient dans lequel vous avez intégré l'eau ne pourra plus contenir l'excédent d'eau que vous allez ajouter, n'est-ce pas? C'est le même principe avec l'inondation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le récipient, ici, on va prendre quoi? On va prendre le récipient comme étant des bassins creux, Oui. des zones creuses, parce que le relief, il n'est pas plat. Le relief, il est variant.
Oui. À certains endroits, vous avez des endroits creux. C'est ça qui cause, par exemple, des flaques d'eau. Mais à l'échelle mondiale, on a quoi? Des lacs, Oui. on a des océans, Oui. on a des rivières, Oui. on a des Exactement. cours d'eau. Mhm. C'est cet ensemble qui forme le relief. Mhm. Alors, moi, dans ma posture de topographe, ici, présentement, je veux ici faire comprendre à la population un certain nombre de choses. C'est que les phénomènes d'inondation ne découlent pas forcément seulement d'un phénomène naturel comme quoi la pluie, etc. Non. Le phénomène d'inondation découle aussi des causes artificielles. Quand je parle de causes artificielles, je fais référence ici, par exemple, aux déchets dont vous parlez, mais aussi des constructions humaines. Parce que figurez-vous, quand on construit une route, dans le modèle de la terminologie routière, Oui. on a la chaussée, on a les accotements, mais on a aussi, quelque part, on a aussi les caniveaux. Oui. Les caniveaux ou alors des drains. Oui. Alors, tout au long de la route, Mhm. ça constitue tout un système qu'on appelle généralement un système de drainage. Oui. Alors, si dans ce système de drainage-là, Mhm. il est bouché par les déchets, Mhm. bouché par la terre, c'est-à-dire le passage des piétons et tout, etc., le vent, les précipitations ramènent le sable vers les systèmes de drainage, Mhm. ou les systèmes de drainage qui sont ouverts. Vous allez voir par exemple qu'il y a des meutes de terre qui se forment à l'intérieur des drains. Ça bouche les drains et donc, qu'est-ce qui se passe? L'eau remonte. Oui. L'autre cause qu'on peut aussi dénoter de ces éléments, c'est que il y a des populations qui construisent sur les lits des cours d'eau Mhm. sans le savoir. Et en période de crue, qu'est-ce qui se passe? L'eau monte et inonde leur maison. Il y a aussi certaines autres populations qui construisent sur des zones marécageuses. Mhm. Par exemple, des zones dont le sol est fragile, le sol est meuble, le sol est vulnérable. C'est à ce moment qu'elles construisent. En période de crue, qu'est-ce qui se passe? L'eau monte et ça atteint la maison. Oui. Donc, vous voyez donc que rien que sur la base de ce que je viens d'énoncer là, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent qu'on n'a pas forcément respectées. Je vais d'abord prendre le cas des normes administratives. Mhm. Parce que nous tous, nous savons, vous et moi, nous savons que lorsqu'on veut construire une maison, on doit s'acquitter d'un certain nombre de préalables. Oui. Le premier préalable, c'est quoi? C'est le titre foncier. Oui. Le deuxième préalable, c'est quoi? C'est lorsqu'on veut déjà entrer dans la construction, Mhm. on doit s'acquitter du permis de bâtir. Oui. C'est le permis de bâtir qui va dénoter, qui va nous dire si effectivement, là où on veut construire, c'est une zone constructive, c'est une zone favorable à cette construction ou pas. Mhm. C'est d'ailleurs l'un des éléments que j'apprécie auprès des collectivités ou alors auprès des municipalités. Oui. Il s'agit du plan d'occupation du sol ou du plan directeur d'urbanisme. Oui. C'est vrai que ce plan-là, il aurait été encore plus utile Oui. de faire sensibiliser les populations et de leur faire savoir qu'il y a un élément de ce type qui pourrait les aider à mieux s'orienter sur les zones qui sont favorables à leur construction et les zones qui ne le sont pas. Exactement, par rapport au plan de directeur d'urbanisme, parfois dans la constitution également des dossiers permis de construire que nos clients nous soumettent, nous avons donc souvent cet élément-là qui est mentionné. Et donc le client a ça devant lui, mais en fait, il ne sait pas de quoi il s'agit. Dans sa tête, c'est juste un plan de localisation de son terrain, mais il n'a pas l'information précise sur est-ce que c'est une zone constructible ou pas. Voilà, tout à fait. Donc, vous voyez donc à ce moment, il y a aussi une certaine part de responsabilité venant des municipalités qui forcément n'est pas volontaire. C'est juste que peut-être nous ne voyons pas la nécessité de le faire, mais toujours est-il que il est important que les populations soient au courant qu'il y a des zones qui sont favorables à la construction humaine et il y a des zones qui ne le sont pas. Voilà par exemple un élément aussi qui pourrait aider. L'autre aspect aussi de la chose, à l'endroit aussi des municipalités ou alors de l'administration en général, serait de cartographier ces zones vulnérables-là. Ce serait aussi intéressant de cartographier ça. Même pas intéressant, ce serait même primordial de cartographier ces zones-là. Au-delà de ça, de cet aspect, cartographier même pourquoi? Parce que la cartographie des zones à risque pourrait entrer aussi en étroite ligne avec la prévention des catastrophes naturelles. Dans le cadre présent, par exemple, nous parlons des inondations. De quelle façon? Figurez-vous que
en effectuant des études sur les bassins versants, c'est-à-dire retracer le parcours d'un cours d'eau, retracer et prévoir sur plusieurs années ou alors sur plusieurs jours ou sur plusieurs mois le passage de ces cours d'eau-là pourrait permettre à suffisance de prévenir les collectivités, de prévenir la population sur un tel danger. L'autre aspect aussi de cette affaire serait aussi de relocaliser les populations qui sont déjà malheureusement installées ou établies sur le lit de cours d'eau, pour les relocaliser ailleurs, par exemple dans des logements sociaux, en attendant de leur trouver une situation un peu plus favorable. Voilà par exemple autant d'éléments qui seraient intéressants et pertinents pour pouvoir résorber ce problème d'inondation, non pas à 70, mais à 90%. Ok, donc là, on fait appel à l'hydrologie, c'est ça, le débit de précipitations par année. Oui, alors, pour essayer de rejoindre ce que vous êtes en train de dire, moi j'estime que la prévention des phénomènes tels que l'inondation fait appel à 3 grandes notions. La première notion, c'est la géotechnique. La deuxième, c'est la géomorphologie des sols. Et ensuite, la troisième, on a donc l'hydrologie. La géotechnique, pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'étudier le type de sol et ainsi de savoir si le sol sur lequel on veut apprêter sa construction sera favorable à une telle construction. Si, à dessein, ce ne sera pas un sol qui sera vulnérable aux inondations. La géomorphologie va nous permettre de pouvoir déterminer les zones qui sont favorables et les zones qui ne le sont pas. À travers les études telles que j'ai citées tout à l'heure, par exemple, comment retracer le parcours d'un cours d'eau. Maintenant, les études hydrologiques vont servir, par exemple, dans l'établissement des systèmes de drainage afin de maîtriser le flux des fluides, par exemple. Parce que vous avez, par exemple, de nos jours, en 2025, des quartiers où le système de drainage n'est plus en accord avec le fluide qui circule là-bas. Quand je dis fluide, je parle de l'eau, des cours d'eau, des eaux usées, tout ce que vous voulez. Donc, à ce moment-là, en maîtrisant le flux des fluides, on pourra savoir quel est le drainage qui sera adapté. Et attention, je ne parle pas ici d'un drainage qui sera utile à l'instant. Non. Un système de drainage qui sera non seulement utile à l'instant, mais qui sera aussi prévisionnel. Oui, parce que c'est important de préciser. Oui, ce sera prévisionnel sur plusieurs années. Ça va permettre à l'administration ou alors aux collectivités de réfléchir sur d'autres aspects pour pouvoir améliorer notre nation sous un aspect un peu plus global. Ok, ça veut dire que d'après ce que vous avez cité, nous avons l'aspect géotechnique, nous avons l'aspect géomorphologique et nous avons également l'aspect hydrologique. Ça veut dire que tous ces éléments en fait sont interreliés, ils ont une relation entre eux. Ils sont intrinsèquement liés, tous. Ils sont interdépendants. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire ça l'un sans l'autre. Impossible. Vous ne pouvez pas faire ça. Maintenant, je vais ajouter encore à cela parce que c'est vrai, au-delà du fait que nous serons des techniciens, nous sommes d'abord des êtres humains. Et comme en tant qu'êtres humains, nous sortons de quelque part. Ça veut dire qu'il y a d'abord une pensée holistique qu'il faudrait adapter, il faudrait adopter même dans toutes nos entreprises techniques. La démarche holistique dont je suis en train de parler, il s'agit de considérer la terre, c'est-à-dire de considérer la nature. Parce que vous allez remarquer que tout ce qui se passe ici, bon, certaines personnes vont nous trouver un peu superstitieux, mais moi, je suis de ceux qui pensent que la nature aussi, elle est vivante. Et donc, la nature est à notre écoute. Ça veut dire que nous aussi, nous devons être plus à l'écoute de la nature. Nous devons écouter ce que la nature nous dit. Et dans le cas actuel, la nature nous fait comprendre que nous sommes en train de faire sans elle. À ce stade, il ne faudrait pas considérer les choses seulement sur l'aspect technique, mais il y a plusieurs considérations à faire. Bon, écoutez, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste résumer, je pense. Premier aspect qu'il faudrait revoir, parce que tout ce dont on est en train de parler, on s'est contenté d'abord, dans un premier temps, de faire un diagnostic général. Maintenant, dans un second temps, on va tout simplement énumérer les solutions. Parce que nous sommes ici, c'est pour les solutions, je pense. Alors, première solution, d'après moi, serait d'abord de sensibiliser les populations à l'endroit des zones où elles sont en train de construire, c'est-à-dire où elles construisent. Est-ce que la zone où je construis ma maison, mon RE+1, RE+2, est favorable ou alors c'est une zone vulnérable au phénomène d'inondation? Ça, c'est ce qu'il faudrait
d'abord s'assurer de faire sensibiliser les populations dans ce sens. Oui. Deuxième des choses, c'est de revoir le système de drainage entièrement. Oui. Tout refaire le système de drainage. Oui. Et cette fois-ci, d'élaborer un système de drainage prévisionnel. Oui. Pas sur l'instant, mais sur plusieurs années. Oui. De toute façon, c'est utile. Oui. Ce n'est que normal. Alors, troisième aspect qu'il faudrait aussi revoir, c'est de prévoir un bassin de collecte des eaux. Un bassin de collecte des eaux, c'est impératif. Il faut un bassin de collecte des eaux, au moins pour sauver les populations qui ont déjà construit sur les lits de cours d'eau. C'est possible, c'est faisable dans ce pays. Troisième aspect, autre aspect encore qu'on peut ajouter à cela, serait d'élaborer une cartographie entière des zones à risque. Parce qu'il est important, en effectuant les cartographies à jour, bien évidemment, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les municipalités ont déjà fait un travail énorme, un travail considérable, c'est-à-dire le POS et le PDU. Alors, il faudrait juste s'assurer de l'implémenter, mais aussi de le mettre à jour. Parce que la mise à jour est importante. Le sol tel que nous le connaissons, vous avez dit, la nature, elle est vivante. Le sol tel que vous le connaissez aujourd'hui n'était pas le même qu'il y a de cela 2 jours, il y a de cela 1 semaine. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail de mise à jour qui doit être fait. L'autre aspect encore qu'il faudrait aussi revoir serait, dans une certaine mesure, de relocaliser les populations qui ont déjà commencé à construire sur des nids de cours d'eau. Ce sera important. Pourquoi? Parce que bientôt encore, il va pleuvoir. Et quand il va pleuvoir, eh ben, elles vont se retrouver dans la même panade qu'il y a de cela la saison pluvieuse précédente. Ce n'est pas tâche facile. Oui, ce n'est pas tâche facile, bien évidemment. Mais je pense que ce sont des choses sur lesquelles il faudrait déjà statuer et réfléchir, mettre sur table. Pourquoi pas, ne fût-ce que délocaliser une certaine quantité, déjà un certain nombre de personnes pour peut-être des logements sociaux. Quoique cet aspect-là, moi, je ne le maîtrise pas, mais je ne fais qu'apporter des propositions. Alors, l'autre aspect que je voudrais ajouter à l'endroit des populations, c'est que vous devez comprendre qu'il est primordial, avant toute construction, de comprendre le sol où nous nous situons. Tâchons de comprendre ce que le sol nous dit. Évitons de construire sur des zones qui ne le sont pas. Merci beaucoup, M. Nathan Moudet, pour votre intervention. Donc, là-dedans, ce qu'on relève, c'est qu'il y a un aspect environnemental, il y a un aspect technique et il y a un aspect également gouvernemental. Parce que l'aspect gouvernemental implique les sensibilisations, la mise en jour des systèmes mis en place concernant le plan d'urbanisme, l'hydrologie, la mise à jour des cartographies des risques et autres. Après ceci, je pense que tout le monde a pu avoir une vue panoramique en fait du phénomène d'inondation et comprendre pourquoi est-ce qu'on dit que le phénomène d'inondation, ce n'est pas une fatalité. Le sol respire. Le sol est une structure vivante et ça fonctionne donc comme le corps humain. Si votre corps humain ne se sent pas bien, s'il y a une fonctionnalité qui ne marche pas comme elle devait fonctionner, est-ce que votre corps humain va bien se comporter? Non. C'est la même chose avec nos villes, c'est la même chose avec nos terres. Merci beaucoup. Nous sommes ouverts et nous restons à votre écoute au cas où vous avez d'autres questions. Et également, si vous avez recours à nos services, nous avons notre spécialiste géomètre topographe. Vous pouvez le contacter pour le cas d'expertise topographique et également l'expertise dans le cadre du génie civil en général. Merci de votre attention.